il a pas de sens dans sa vie parce qu'il est paumé, donc c'est pour ça aussi qu'il va aller vers ses quêtes un petit peu de plaisir instantané. Il a pas choisi grand chose. Ouais, ça remet en perspective ma vie, ça me fait prendre conscience de certaines choses, notamment, tu vois, de ne pas oublier qu'on va mourir. Je pense qu'une vie sans capacité dans le moment présent, c'est une vie où on passe partiellement à côté de ce que la vie a à nous offrir, hein, je pense, pour pas dire plus. Hein. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Jean-Charles. Salut Mathilde. Comment tu vas ? Très bien, ça fait plaisir de te revoir à beaucoup de kilomètres d'écart cette fois-ci, mais on se revoit presque un an après. Ouais, ça fait quasiment un an, c'est ce que j'ai compté, ouais. Et on s'est rencontrés à Budapest en septembre dernier. D'ailleurs, ouais, on avait même eu l'occasion de faire un shooting photo. Exactement. Ouais. Un shooting photo qu'on retrouvera, du coup, on ne va pas spoiler, mais sur un projet, du coup, qu'on va pouvoir évoquer un peu plus tard. Exactement, un gros projet de ta part. Félicitations déjà pour la sortie donc de ton livre. Je spoil d'avance. On le dit tout de suite, mais... ok. Ça marche. On le dit tout de suite. Ça marche. Merci. Écoute, déjà, bienvenue sur Polé Polé. Je suis contente de te recevoir. Et, ouais, merci beaucoup. Je vais t'inviter à te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tout ce qui est intéressant selon toi, et je te laisse me décrire un petit peu ton parcours. Commence un peu là où tu as envie et là où tu trouves que c'est intéressant de détailler. Ok, ça marche. Écoute, Jean-Charles Kurdali, j'ai 32 ans. Ça, c'est pour les infos simples. Après le parcours, j'aime bien commencer à mes 16 ans pendant l'adolescence. C'est une période où je me suis posé pas mal de questions. Tu vois, c'est assez symbolique un petit peu de ma manière de vivre aujourd'hui et de penser. Je me suis posé la question de pourquoi les adultes semblaient ne pas être très satisfaits de leur vie et laisser croire que l'adolescence ou le début de la vie d'adulte serait la meilleure période de ta vie. C'est un peu je sais pas, ils me disaient pas ça tous, mais c'est ce que je ressentais en les observant et parfois par leur discours. Et c'est quelque chose qui m'avait assez marqué à l'époque. Et conjointement à ça, à cette époque aussi, j'ai eu pas mal de petits soucis personnels, des soucis familiaux. Mes deux grands-parents qui sont décédés coup sur coup, avec qui j'ai grandi quand j'étais petit, j'ai redoublé ma seconde, j'ai eu un ensemble d'événements qui ont été assez compliqués. Et du coup, les deux choses se combinant, donc cette réalisation et ces problématiques personnelles ont fait que j'ai commencé à, ce que j'aime bien dire, divorcer de l'école, en tout cas de divorcer de la voie classique et de chercher justement d'autres chemins qui pouvaient me permettre que mes années d'adolescence et d'adulte, de début de ma vie d'adulte ne soient pas les meilleures de ma vie, mais soient juste des bonnes années au maximum, mais qu'on puisse continuer à avoir une bonne vie. Alors, c'est pas seulement une question de croissance qui s'améliore toujours, mais en tout cas qui est satisfaisante, qui est épanouissante, qui ait du sens, qui soit heureux, qui soit libre, plein de valeurs que je voulais essayer d'incarner et de développer. Donc ça a été un peu le point de départ pour moi, c'était cette année de mes 16 ans. Et ensuite, tous mes projets, au final, ça a été une espèce de quête de comment trouver des réponses à ces problématiques, ces questions. Et donc j'aime bien définir avec trois grandes phases, on va dire, que j'ai eu dans ma vie là pour l'instant. Il y a eu la phase un petit peu justement d'émancipation, ça s'est fait à travers le poker en ligne. J'étais joueur de poker de mes 16 ans à mes 22 ans. Et donc pour remettre dans le contexte, donc là j'ai 32 ans, donc c'était à 16 ans. C'est une époque où du coup c'était la moitié de ma vie, beaucoup de jeux d'un coup. C'est la réalisation c'était un timing en fait, si tu veux, le poker en 2007 où je suis arrivé juste au bon moment. Ça aurait pu être autre chose, mais il y a eu un timing marché qui a fait que je suis arrivé un petit peu avant le marché français, ce qui a permis de prendre de l'avance sur beaucoup de joueurs de notre pays et ce qui m'a permis du coup d'être performant, de progresser rapidement et d'en tirer profit ensuite pendant plusieurs années jusqu'à pouvoir en vivre d'une certaine manière. C'était un peu mon premier travail, on peut dire. Et ça m'a surtout appris, au-delà de l'aspect financier, ça m'a appris énormément de modèles mentaux, donc de manière de penser, que ce soit pour l'entrepreneuriat ensuite, l'investissement. Ça m'a appris en fait comment être performant dans un domaine. Tu vois, par exemple, comment créer un groupe de personnes qui se challengent au quotidien pour essayer de devenir les meilleurs possibles.
Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec le poker. C'est moi qui avais été proactif. Donc, j'ai toujours reproduit ça après, de créer des petits groupes de 5, 6, 8 personnes, avec un objectif qui est commun. En l'occurrence, ça, c'était devenir les meilleurs joueurs possibles au poker. Donc, j'avais ça, ou un dernier exemple, peut-être sur le poker, comprendre que le contenu américain était supérieur au contenu français, et d'aller chercher les forums américains et de beaucoup moins fréquenter les forums français au bout d'un moment. Ce qui me donnait pareil 2-3 ans d'avance sur les dynamiques qu'il pouvait y avoir sur les sites français. Okay. Donc voilà, donc première phase qui m'a permis vraiment d'avoir une espèce de double vie avec, d'un côté j'avais mes années de lycée et puis un peu étudiant, mais j'étais surtout dans ma tête joueur de poker, et ça m'a permis de mettre pas mal, mine de rien, de connaissances, d'acquérir des connaissances et aussi de mettre un petit peu d'argent de côté. Et ce qui m'amène à ma deuxième phase, dans les 3 que j'ai cités, qui est là beaucoup plus entrepreneuriale, même si le poker, je considère que c'est une forme d'entrepreneuriat. En tout cas, j'étais entreprenant dans ma démarche, que ce soit une entreprise que j'ai créée. Après, justement, donc j'arrive vers 22 ans, un petit peu lassé du poker, où le jeu manquait un petit peu de sens, tu vois, c'est on prend de l'argent à des gens moins compétents que nous. C'est stimulant intellectuellement, mais ça n'apporte pas grand-chose à la société dans l'absolu. Et je suis tombé un petit peu à ce moment-là, sur l'environnement entrepreneurial et notamment les startups. Là, pour le contexte, on est en 2013-2014, donc c'est début de The Family en France. The Family, pardon, pour préciser ce que c'est déjà. Ouais, c'est peut-être moins connu maintenant. The Family, du coup, alors ça a toujours été dur à définir. C'était, on peut dire, un espace qui a accueilli beaucoup de startups et qui a surtout éduqué le marché des entrepreneurs et des startupeurs en France. Donc, c'est connu notamment pour Oussama Ammar, maintenant qui est connu pour d'autres raisons, qui est parti dans d'autres sphères aujourd'hui. Mais en 2014, en gros, il y avait quasiment rien qui éduquait correctement le marché français sur comment monter une startup. Et du coup, par l'éducation à travers leur contenu YouTube, ils ont éduqué quasiment tout le marché français, en tout cas une bonne partie des jeunes entrepreneurs de l'époque, comme moi, qui s'intéressaient aux startups, qui avaient entre 20 et 30 ans. Ils ont eu une formation qu'ils le veulent ou qu'ils le veulent pas aujourd'hui, qui a été influencée par The Family. Enfin, j'en ai fait partie de cette génération d'entrepreneurs formés par The Family d'une certaine manière, grâce à du contenu gratuit, une chaîne YouTube. Et derrière ça, ils avaient tout un ensemble de services pour aider les entrepreneurs, du coup, et startups à se développer. Et il y avait notamment un programme d'incubation, donc voilà, tu faisais partie de The Family avec ta startup si t'étais accepté, et ils donnaient des services en échange de pourcentage de ton entreprise. Et donc moi, je me suis intéressé à ce modèle qui m'intéressait pour plusieurs raisons. Il y avait notamment la raison vouloir progresser rapidement dans un domaine. Donc c'est assez personnel ça. Et la startup, j'avais l'impression qu'elle allait m'apprendre énormément de choses très vite. Parce que en gros, mécaniquement, une startup, t'as pas trop le choix. C'est tu prends un marché énorme en 5-10 ans ou tu meurs. En gros, toi, il y a pas trop d'alternatives. En tout cas, la startup vraiment au sens que moi je l'entends, donc qui doit trouver un nouveau business model pour disrupter un marché et du coup conquérir ce marché le plus rapidement possible. Et dans la plupart des business, on a une notion qu'on appelle le winner take all. Donc il y a qu'un gagnant en gros, quoi. Il y a 1 ou 2, 3 gagnants à la fin. Donc c'est des marchés qui sont hyper compétitifs et qui nécessitent de lever des fonds. Et du coup, quand tu lèves des fonds, il y a une notion de rendement pour les investisseurs. Donc t'es obligé d'aller toujours plus loin, pour in fine, à la fin, se faire racheter potentiellement. Donc c'est un modèle, qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est celui que j'avais poursuivi à l'époque. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. J'avais une boîte de food delivery, donc de livraison de repas de restaurant, qui s'appelait Fetch. Donc c'est simple à comprendre aujourd'hui, c'était plus compliqué à expliquer en 2015. Aujourd'hui, je dirais que c'est le Uber Eats ou le Deliveroo des villes entre 100 et 200 000 habitants. Donc moi, je m'étais niché sur les villes. Moi, je suis de Nancy, originaire de Nancy, donc dans le nord-est. Donc je m'étais niché sur les villes de taille que je connaissais. Donc moi, j'ai grandi dans une ville de 100 000 habitants. Je connais pas Paris à cette époque. Je me dis, je vais pas aller me battre sur Paris, sur des villes de plusieurs millions d'habitants, alors que je ne comprends pas les dynamiques de ces villes-là. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. 4 ans, cette start-up. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, ça prendrait plusieurs heures à développer. C'est pas forcément l'objet du podcast. Après, je préciserai des choses si tu veux. Mais en tout cas, c'était mon école entrepreneuriale à une vitesse folle en fait, parce que j'ai géré jusqu'à une trentaine de personnes salariés. On avait plus de 500 livreurs avec qui on travaillait, 500-600 restaurants dans 7 villes en France. On faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Enfin, tu vois, c'était une boîte qui avait quand même, qui était assez conséquente et que j'ai fini donc pour des raisons qui étaient un peu indépendantes de ma volonté. Il s'est passé beaucoup de choses, mais que j'ai dû vendre on avait des problématiques techniques en 2018. J'avais fait notamment, moi, je vais dire plutôt, quelques erreurs dans mes choix sur la partie technique de Fetch. Donc quand je dis technique, c'est tout ce qui est logiciel, site, application, etc. Et du coup, je l'ai cédé au groupe La Poste avec Stuart et Restoin. Ça, c'était vers 5 ans, là, c'était en septembre 2018. Ok. Et de ces années entrepreneuriales de ta startup, c'est quoi la plus grosse évolution que tu as ressentie personnelle là-dedans, en tant que
humain. Je pense que c'est la capacité qu'on peut avoir à changer sa vie en très peu de temps. Parce que avant la startup, certes, j'avais fait la période poker, qui peut avoir l'air cool aujourd'hui pour certaines personnes. Quand je le raconte, je sais que c'est quelque chose qui est plaisant, tu vois, que les gens, ça intrigue du moins. Mais ça intriguait beaucoup moins quand il n'y avait pas eu l'histoire d'après. Quand j'étais dedans, quand j'étais dans le poker, c'était beaucoup moins intriguant pour les gens. Et ça avait même moins de sens, même pour moi. En fait, mon aventure startup m'a fait comprendre des choses sur le poker, parce que ça m'a obligé à utiliser des skills que j'avais développés, des compétences que j'ai développées dans le poker, dans la startup et ensuite dans d'autres activités. Donc il y a déjà une espèce de compréhension de soi-même, de comment réutiliser des compétences, des connaissances qu'on développe dans notre vie, dans différents projets qu'on peut faire. Hein. Ça peut être des projets pro, des projets perso, tout type d'expérience de vie. Et comment on peut se les réapproprier dans un autre domaine, en l'occurrence là, ma startup. Et du coup, ce qui était assez dingue, c'est de voir qu'en 4 ans, et même avant ça en vrai, hein, parce que même dès 1 an ou 2 ans d'entreprise, tu peux progresser à une vitesse qui est complètement folle. Genre, je suis surpris à tous les 3 mois, 6 mois, à me dire que la progression était assez dingue, tu vois, à des niveaux professionnels, à des niveaux personnels. Tu vois, moi, j'étais pas forcément quelqu'un qui aimait bien parler en public, par exemple. Un exemple concret, tu vois, avant Fetch, j'avais pas trop souvent pris la parole. Enfin, j'étais un peu comme tout le monde au lycée, tu vois, lycée, fac, t'as peur, tu as les exposés, tu flippes et tout. Et à la fin, en fait, tu fais des conférences devant 300, 400, 500 personnes, et sans dire que t'as pas le stress, t'as toujours le stress au début, mais en tout cas, tu apprivoises ça. Donc, tu gagnes confiance en toi. Tu vois aussi que ta valeur perçue sur un marché, alors, je suis pas sur le marché du travail, mais sur un marché, quel qu'il soit, augmente considérablement. On m'a proposé, quand en fait j'ai dû le céder, des sommes, des salaires énormes, tu vois, par rapport à ce qu'on m'aurait proposé que 3-4 ans avant, quand j'avais fait un BTS en compta. J'en parle rarement, mais j'avais fait ça en parallèle de Fetch. Genre, c'est une longue histoire, mais je vais te retrouver quand même à valider quelque chose. Mais genre, avec le BTS, on me payait peut-être, je sais pas, 1500 € par mois, donc en 2014. En 2018, on me proposait 10 à 15 000 € par mois de salaire, tu vois. Ah ouais. Donc on est sur du x7, x10 en fait. Incroyable. Ouais, et c'est quasiment du jamais vu. Si t'es dans un modèle de salariat, tu peux pas faire une augmentation en 4 ans autant. C'est quasiment c'est quasiment impossible. Ouais, c'est compliqué. C'est très rare, je pense. Donc ça, c'est la puissance, on va dire, ça va comprendre la puissance de l'entrepreneuriat, comment c'est perçu par les gens. Combiné aussi, et ça va pouvoir faire la liaison avec la suite, à la création de contenu. Parce que moi, j'avais une particularité quand j'étais CEO de startup, c'est que j'étais un des premiers en France à documenter mon aventure. C'était assez rare à l'époque. Et j'écrivais des articles déjà en 2015-2016 sur, je sais pas, par exemple, j'ai recruté mes premiers employés, voici ce que j'en ai appris, tu vois. J'ai raté mon premier projet de startup, voici les 8 leçons à retirer. Je viens de faire ma première levée de fonds, voilà ce que j'ai fait pour lever 300 000 €. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Ok, je comprends mieux LinkedIn aussi par la suite. Complètement. Et d'ailleurs, j'étais déjà sur LinkedIn en 2017-2018. C'est juste qu'après j'ai fait une grosse pause, mais j'avais monté un compte, j'avais genre 12-13 000 abonnés en 1 an sur LinkedIn. Et j'étais relire mes posts récemment avec mon frère, on a fait un peu l'expérience. Et je postais énormément. Et justement, je partageais tout ce que j'apprenais sur mon job de CEO, sur mes réflexions sur l'entrepreneuriat, les startups. Et c'était vraiment, et ça marchait bien parce que quasiment personne faisait ça à l'époque en réalité. Bah ouais. Donc j'ai commencé à être créateur à cette époque. Et l'autre chose que j'ai commencé à faire pendant ma startup qui fait du sens avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me suis remis à beaucoup lire à l'époque. Et notamment de la philosophie et des choses qui n'étaient pas que entrepreneuriales. J'étais un des rares, quand je discutais un petit peu avec des amis entrepreneurs, à lire autre chose que les bouquins de start-up ou de business. Je les ai lus, les connus, on va dire, qu'on va voir dans tous les classements. Mais très vite, en fait, je suis arrivé au bout de ça et j'ai commencé à lire des bouquins historiques, des biographies, de la sociologie, de la philosophie, qui m'intéressaient plus en réalité que les bouquins business. Donc là, c'était à quelle année, ça? Alors, ça, tout ce que je dis, création de contenu, startup, et ça, c'est entre 2015 et 2018. Ça, c'est deuxième phase. Ok. Et pour conclure la longue présentation, du coup, que tu m'as demandé de faire le parcours,
Là, je suis dans un cycle depuis 5 ans, du coup, qui est beaucoup plus axé sur la création de contenu, la lecture et l'écriture, mécaniquement. Donc, j'ai lancé pas mal de projets, mais pour simplifier, en gros, je crée au quotidien du contenu. J'ai une newsletter qui s'appelle Dans la tête d'un philopreneur que je publie tous les lundis depuis 5 ans, quasiment maintenant. Du coup, ça a évolué énormément, hein. J'ai parlé de beaucoup de sujets. En gros, ça suit un petit peu l'évolution de ma pensée et de ma vie. Donc, il n'y a pas une ligne édito toujours claire, si ce n'est qu'on suit l'évolution d'une personne et d'un entrepreneur dans sa vie. Et parfois, je vais la nicher un peu plus selon les périodes sur quelque chose que sur lequel je travaille ou que je vais vendre. Mais en réalité, c'est plus une newsletter personnelle qu'une newsletter business. Donc ça, c'est un peu le fil rouge. Alors, et comment simplifier, parce qu'il y a quand même pas mal de projets en 5 ans, mais je vais pas tous les énumérer. Je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est le fait d'avoir switché, notamment les 2-3 dernières années, sur une identité plus auteur, écrivain, intellectuel, un peu philosophe, que entrepreneur. Donc j'étais beaucoup moins entrepreneur sur les 2-3 dernières années. J'étais nomade aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on disait à Budapest. Exact. Bon, plus expat que nomade parfois, parce que j'ai pas toujours beaucoup bougé. Mais du coup, j'ai combiné un peu voyage avec la liberté que j'avais grâce à mes activités et désir de creuser l'écriture, quelque chose que je voulais faire depuis au final assez longtemps, d'écrire un livre, donc ce que j'ai pu faire cette année. Donc voilà, c'est une période qui était plutôt philosophique qu'entrepreneuriale. Et maintenant, il y a le livre qui sort, du coup, Vie intentionnelle. On va parler après, de toute façon. Pleinement. Et c'est possible que là, au moment où on parle, alors pas tout à fait tout de suite, mais dans les prochains mois, que je reparte sur un nouveau cycle plus entrepreneurial pendant quelques années et d'enchaîner alterner entre entrepreneuriat et écriture. Parce que j'aime bien les deux casquettes, en fait. Et j'ai envie d'être plus entrepreneur dans les 12-24 prochains mois. Ok. Pour conclure ton parcours, j'ai une petite question pour éclairer un petit peu les auditeurs, mais comment est-ce que tu gagnes ta vie, du coup, depuis la vente de ta start-up et est-ce que tu as des activités financières, hormis le bouquin maintenant ouais. Bah, j'ai envie de dire, il vaut mieux, hormis le bouquin, parce que c'est quand même rare que les livres te permettent de vivre uniquement. Alors, depuis la start-up, j'ai fait pas mal de consulting en 2019-2020. Donc, conseiller des startups, conseiller des entreprises sur plein de sujets différents, organisation, système de management, même sur des levées de fonds. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et depuis 3 ans, je me suis plus orienté vers le coaching d'entrepreneurs, donc des CEO de startups et des solopreneurs. Mais là, je me concentre beaucoup plus sur eux directement, sur l'humain, pas tant que sur l'entreprise. Donc voilà, j'accompagne entre 6 et 10 personnes au quotidien. Donc ça a été mon unique activité professionnelle, en tout cas principale en tout cas, ces 2-3 dernières années. Et tout le reste c'est consacré à la lecture, à l'écriture, au sport, à la marche, aux rencontres, tu vois, c'est génial. J'ai pas beaucoup travaillé en réalité, j'ai travaillé énormément sur le livre mais pas beaucoup travaillé pour gagner de l'argent en tout cas ces 2-3 dernières années. Tout ça grâce au levier que je peux activer, grâce à mon audience, grâce à mon passé aussi. Tu vois, il y a un background qui m'aide aussi, tu vois, à pricer plus cher que si je démarrais de zéro. Donc voilà, coaching, pour répondre. Génial. Je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire parce que c'est hyper inspirant, mais du coup, tu passes quand même une grosse partie de tes journées à faire des choses pour toi qui ne te rapportent pas d'argent. Tu as une grosse partie de ton temps et de ton énergie que tu accordes à des activités qui ne te rapportent pas. Détaille-nous un petit peu plus ta journée. Alors, je sais, tu parles d'une journée minimum viable dans le livre et on en avait déjà discuté aussi ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ce principe ? Ce sera ma première question post-parcours. Ça marche. Effectivement, je suis assez fasciné et même obsédé parfois par le design de sa semaine ou de sa journée. Toi, j'adore comprendre comment les gens vivent. Alors, tu me poses la question, donc c'est que ça t'intrigue aussi. Oui. D'ailleurs, je le cite dans le bouquin, mais il y a un livre excellent, avant de répondre, Daily Rituals, sur les routines des artistes, des écrivains, des réalisateurs. C'est un super livre. Alors, c'est des personnes qui ont plutôt vécu entre le 16e et le 20e siècle, donc ils n'avaient pas tous les problèmes que moi j'évoque notamment dans le livre, les problèmes contemporains qu'on peut avoir qui nous éloignent un petit peu d'un mode de vie serein parfois. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un livre que je recommande 100%. Et me concernant, donc effectivement, j'ai créé ce que j'appelle la journée minimum viable, qui est en gros les 4-5 activités que tu aimes faire tous les jours et qui te permettent de te dire que la journée elle était bien en fait. C'est bête dit comme ça, mais c'est bien d'avoir quand même des éléments qui permettent objectivement de se dire est-ce que j'ai
vécu une journée qui valait la peine d'être vécue d'une certaine manière. Et donc pour moi, donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et en fait, ça part de qu'est-ce que t'aimes faire, plus que qu'est-ce que tu dois faire. Il y a ce que tu dois faire et ce que tu veux vivre, ce que tu veux faire. Moi, c'est pas tant ce que je dois faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Ce qui m'empêche pas d'avoir aussi quelques obligations parfois, même si en réalité c'est assez rare. Mais en vrai, j'en ai quand même un petit peu comme tout le monde. Et du coup, moi, mes activités, ça va être l'écriture, donc 1 heure par jour, entre 1 heure et 3 heures par jour d'écriture, la lecture entre 1 heure et 2 heures par jour, ce qui n'est pas obligé, hein, c'est en moyenne. Ça peut m'arriver de lire que 30 minutes, hein, mais c'est idéalement, voilà, j'aimerais lire au moins 1 heure par jour. Avoir une bonne discussion avec quelqu'un, donc tu vois, là, on a un podcast ensemble, donc c'est une bonne discussion, donc ça rentre là-dedans. Voilà, c'est checké. Du sport, donc pas mal d'activités. Donc moi je fais course à pied et musculation maintenant. Et apprendre quelque chose. Alors je différencie un peu du livre. Là, ça va plus consulter un contenu, un article ou une vidéo YouTube et prendre des notes dessus. Donc voilà, de mémoire, c'est ça, c'est mes 5 activités qui reviennent. T'arrives à le respecter assez quotidiennement, ça? Je pense que j'en fais au moins 3 ou 4 par jour tous les jours. Hein. Et sur une semaine, je pense qu'il y a au moins 3-4 fois où je fais les 5. Je pense, ouais. Donc ouais, c'est assez important pour moi. Et après, donc il y a une autre dimension qui n'est pas dans la journée minimum viable, mais c'est où est-ce que tu mets tes Lego en fait. C'est les Lego, où est-ce que tu mets tes activités dans la journée. Donc moi, je réfléchis beaucoup aussi à quel moment je fais les choses. Donc je sais pas si tu veux que je développe du coup sur cet aspect-là, sur l'aspect. Ah si, j'adore. Parce que moi aussi, je réfléchis aussi beaucoup là-dessus, selon ton énergie, selon ta créativité du moment et comment se connaître et apprendre à mettre ses activités en fonction de soi, quoi. C'est malléable, ça évolue dans le temps. Il y a des activités des fois qui t'obligent à réajuster aussi cette organisation. Je te prends l'exemple de la musculation dans mon cas quand j'ai commencé c'était en novembre-décembre dernier 2022. Okay. C'est assez demandeur en temps, alors pas pour faire les sessions, mais parce qu'en fait tu dois réorganiser en fait, parce qu'après tu vas manger différemment, tu vas peut-être un peu plus dormir. Toi t'as quand même ton lifestyle qui va évoluer quand tu commences à faire de la muscu. Et du coup j'ai testé quasiment toutes les horaires possibles de mettre mes séances de muscu pour voir si je voulais faire à 6h du matin, à 7h du matin, à 11h, à midi, à 13h, à 14h, à 16h, 18h, j'ai tout essayé, tu vois. Et au moment où on se parle, ce que je préfère, c'est entre midi et 2 quand même. Donc j'ai 3-4 fois par semaine la muscu vers 12h30, tu vois. Ok. Donc j'ai cette première chose que je mets dans mon agenda. J'ai souvent des coachings ou une discussion vers 14h. Là, tu vois, heure française, on sait quand ça se parlait à 14h. Ah non, c'est 12h30, c'est différent, mais souvent c'est 14h. C'est vrai que d'autres n'est pas 14h là. Ouais, désolé, c'est le décalage horaire. C'est pour ça, ouais. Mais toi, on aurait été en France, ça aurait été 14h. Et donc j'ai ces 2 choses. Ensuite, les matinées, je prends jamais de rendez-vous. C'est impossible de m'appeler, tu vois. Enfin, je suis toujours tout seul ou dans un café. Donc là, ça va être majoritairement de l'écriture le matin, création de contenu, où je travaille sur mon livre quand j'étais en train de l'écrire. Et l'après-midi, souvent, ça va être pas mal de marches, pas mal de consommation de contenu, si j'ai des trucs à consommer, des rendez-vous, des rencontres. Et la lecture, ça va plutôt être le matin, très tôt, et le soir, avant de dormir. Ok. Et puis voilà, on est pas mal, hein, ouais. C'est surtout, en fait, ce qui est important, c'est que ça soit, enfin, c'est souvent la réponse de pas mal de gens, mais c'est que le matin, jusqu'à 13-14 heures, soit assez cadré. Et le reste de la journée peut être un peu plus spontané, flexible, tu vois. J'ai beaucoup moins de règles sur l'après-midi parce que le but, c'est que le matin, je sois satisfait de ma journée d'un point de vue avançons les projets, je dirais. Ouais, tu priorises de toute façon ton énergie le matin pour te dire, ok, ça, en effet, c'est ton minimum viable. C'est ça. Et ensuite, t'es un peu plus ouvert à la suite. Là, je fonctionne un peu pareil aussi. Ouais. Donc voilà. Donc journée minimum viable et Lego. Je voudrais t'inviter maintenant à ce qu'on parle un petit peu plus du coup de ton bouquin. Alors déjà, félicitations et je voulais te dire merci parce que vraiment, enfin, tu m'as même émue. Vraiment, je me suis retrouvée à être émue sur notamment les premières pages parce que t'as mis des mots sur beaucoup de sensations passées et des moments où justement, moi j'étais ingénieure avant. Donc de l'extérieur, tout allait très très bien et en fait de l'intérieur, ça sonnait hyper faux quoi. Et je comprenais pas ce qui se passait puisque c'est comme tu dis, j'étais vraiment dans une vie par défaut avant là-dedans, jusqu'à ce que je dise stop. Donc j'étais une vraie Stéphane, donc je voudrais que tu nous amènes à détailler un peu ça. Mais merci de mettre des mots sur des dysfonctionnements, je trouve, et de mettre à la surface des normes sociales
qui peuvent poser problème pour beaucoup de personnes. Donc merci pour tes mots. Merci, ça fait plaisir de voir que le livre a déjà de l'impact. Je te remercie aussi. Non, vraiment. Je t'invite en effet à nous présenter tes 3 personnages avant, parce que dans mes questions, je vais te poser des questions justement autour de tes 3 personnages, donc Stéphane, Achille et le philopreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces 3 personnages? Très bien. Bon, on va commencer par Stéphane, celui qui parlera le plus aux gens concernés par le livre. Stéphane, c'est l'archétype de la vie par défaut que j'ai créé. Donc c'est quelqu'un qui vit 100% par défaut. Alors, faut expliquer c'est quoi la vie par défaut. La vie par défaut, c'est un peu la somme de ta génétique, des injonctions sociales et culturelles, et également de toutes tes pensées, tes actions, tes comportements que tu peux avoir de manière inconsciente, automatique. Donc, on a tous une vie par défaut. C'est pas nécessairement quelque chose d'horrible. C'est quelque chose de ok, tu vois. Parfois, elle peut être horrible. Mais souvent, elle est plus pernicieuse, elle est juste normale, quoi. C'est la vie normale aussi. Et du coup, le livre et Stéphane, c'est aussi un espèce de wake-up call, tu vois, comme on a pu avoir avec le Covid en 2020, au premier confinement pour beaucoup. C'est au moins questionner son existence actuelle. Et qu'est-ce qui est fait parce que ça a toujours été ainsi? Et qu'est-ce qui pourrait changer si je choisissais vraiment ce que je voulais faire? Et ce que je voulais penser aussi. Stéphane, au final, c'est une caricature. C'est celui qui vit 100% de manière, 100% par défaut. Il a tous les torts possibles, donc il est abusé, tu vois. Mais en même temps, il tombe un peu dans tous les panneaux de la modernité. Tu vois, il est accro à tout ce qu'on peut être accro, qui nous génère la dopamine, donc aux réseaux sociaux, à son téléphone, à la pornographie. Il a pas de sens dans sa vie parce qu'il est paumé, donc c'est pour ça aussi qu'il va aller vers ses quêtes un petit peu de plaisir instantané. Il n'aime pas son travail, il a pas vraiment choisi sa relation avec qui il est. Tu vois, enfin, il a pas choisi grand chose. Et il n'arrive pas à savoir en réalité si il est malheureux ou si c'est normal. Et s'il sent pas bien, il sait même pas s'il peut s'en plaindre parce que c'est normal, tu vois. C'est ça qui est horrible en fait avec la vie par défaut, c'est que encore tu serais le seul à vivre ça. Tu te dirais je suis pas normal, je dois changer. Ouais. Mais vu que tout le monde autour de toi a l'air de trouver ça tout à fait normal, de travailler 8 heures par jour dans un bureau, dans un open space, pourquoi je me plaindrais en fait, tu vois. Donc Stéphane, c'est ce personnage qui représente de manière caricaturale encore une fois la vie ou la sensation qu'ont beaucoup de gens, comme tu as pu le décrire toi personnellement, qui était aussi ma sensation à différents moments. Et tout entrepreneur que je peux être depuis toujours, j'ai moi-même aussi des moments de vie par défaut. J'explique que c'est un chemin derrière la vie par défaut, que c'est pas un absolu, hein. On n'est pas en mode on-off par défaut intentionnel, hein. C'est un chemin, c'est un spectre, c'est progressif. Y a pas de mode automatique, y a pas de 100% défaut, 100% intentionnel. Mais donc Stéphane, c'est la caricature à 100%, et il a son pendant intentionnel qui est Achille, du coup, qui lui est celui qui a fait tout ce chemin qu'on va essayer de faire. Il y a un peu un idéal, tu vois, et pour ça que j'ai pris un nom grec aussi, c'est un peu l'idéal grec, comme du coup, c'est un rappel à la philosophie antique, parce que du coup, le livre est très inspiré, très influencé par la philosophie, et principalement la philosophie antique. Et l'idée qu'il y avait derrière, en fait, c'était de montrer que certes, on peut pas devenir Achille dans l'absolu. On n'a même pas forcément envie d'être parfait comme Achille, mais on va prendre des choses chez Achille qui nous inspirent, tu vois. J'espère en tout cas que les gens qui liront le livre, le but c'est de pas se comparer à Achille, c'est de s'inspirer d'un personnage et de prendre ce qu'il y a à prendre et de pas se mettre une pression colossale non plus. Parce que même vivre par défaut sur ces 3 aspects, c'est pas très grave parfois aussi, tu vois, pour dire, tu vois. Tant que on est ok avec ça et qu'on travaille sur soi dans un domaine, tu vois, y a aucun souci. Donc on a les 2 extrêmes qui sont décrits dans le livre et qui sont du coup mis en scène dans pas mal de chapitres, notamment les principes que je développe. Et au milieu de tout ça, il y a nous, les philopreneurs, du coup, qui est un terme que j'avais créé il y a 2-3 ans maintenant, qui était un peu la genèse un petit peu de tout ce bouquin en réalité. Philopreneur, qui est l'intersection justement d'une posture philosophique et une posture entrepreneuriale. Pas entrepreneuriale au sens entrepreneur nécessairement qui monte des boîtes, mais entreprenant, tu vois, et pas philosophique au sens philosophe, au sens je me pose des questions sur ma vie en fait. Donc c'est quelqu'un qui est dans la réflexion et l'action. Donc voilà, donc ça c'est le philopreneur. Et nous en fait, donc on est le philopreneur dans le livre. Et le but c'est d'avancer progressivement d'un chemin qui nous éloigne de la posture de Stéphane et d'aller vers celle d'Achille, donc vers quelque chose de plus intentionnel. Donc il y a ce jeu effectivement avec ces 3 personnages dans le livre qui, j'espère en tout cas, seront compréhensibles et appréciés par les gens, quoi.
En tout cas, j'ai trouvé que justement, toute ton introduction et comment tu présentais les personnages, ça permettait encore plus de comprendre et de se mettre dans la peau d'eux. Et j'ai trouvé ça très intelligent pour justement que ça vienne transcrire et traduire tes principes. En tout cas, ça m'a aidé complètement à m'immerger vraiment dans tout ça. Je suis en train de me rendre compte que je ne t'ai pas demandé de présenter le livre, et ni son titre, et ni globalement son résumé, donc je suis désolée. En réalité, avec les 3 personnages, je pense qu'on a bien compris l'essence du livre. Donc le titre, c'est Vie intentionnelle, tout simplement, et le sous-titre, c'est 7 principes intemporels pour ne plus subir mais choisir votre vie. Donc justement, il y a cette construction avec des principes qui vont faire suivre à tout ce qu'on s'est raconté en fait, parce que les personnages en fait c'est l'introduction du livre d'une certaine manière. On pose j'ai préféré partir des personnages pour expliquer ces principes théoriques que sont la vie par défaut, la vie intentionnelle, le philopreneur, et de décrire aussi du coup en quoi il y a des liens avec la philosophie, en quoi ce n'est pas un livre de philosophie mais c'est un livre qui puise dans la philosophie, tu vois, pour développer des idées. Et si je devais le présenter en 2 lignes, tu vois, en 2 mots, je pense que c'est une réponse aux problématiques modernes qu'on peut avoir, qui propose du coup des réponses intemporelles à des problématiques modernes. Alors, les problématiques modernes qui sont le problématique de sens, problématique de distraction et de perte de concentration, manque de lien, tu vois, solitude, anxiété, manque de sérénité. Tu vois, c'est toutes ces choses en fait qu'on est tous concernés d'une certaine manière. Il y a des choses qui sont ancestrales, qui existent depuis toujours. Donc il y a des réponses qui existent depuis toujours aussi, qui sont notamment trouvables via la philosophie. Mais il y a aussi notre époque, encore une fois, qui a des particularités. Et du coup, c'est pour ça que j'appelle ça la vie intentionnelle, qui est au final la vie intentionnelle, c'est un peu un héritage d'autres terminologies qu'on a utilisées dans le passé dans la philosophie. Il y a eu la vie examinée de Socrate. Le plus ancien que j'ai trouvé, c'est Socrate. La vie examinée, il considérait que les gens ne menaient pas une vie consciente. En fait, ils faisaient pas d'introspection de cette manière. Ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas conscients de qui ils étaient, qui ils pouvaient être. Et en fait, ça s'est répété à plein de moments dans l'histoire. T'as plein de philosophes qui sont arrivés à la même conclusion que Socrate. T'as eu Michel de Montaigne qui s'est posé des questions, qui a écrit les Essais au XVIe siècle. Henri David Thoreau, un philosophe américain, qui parlait de vie délibérée au XIXe siècle. Il disait que les gens vivaient une vie de désespoir silencieux. Tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que personne ne le dit, mais en fait, il y a une désespoir, une espèce de profonde tristesse chez les gens qui acceptent cet état. Et du coup, la vie intentionnelle, c'est du coup dans la continuité de ces idées. Et le terme, en fait, il est choisi parce que notre époque nous oblige à être intentionnel. Parce que à la différence prenons le XVIe siècle, c'est que nous, on a une vie qui, même si on ne fait rien, elle va être remplie pour nous. On a une vie occupée. Tu vois, c'est un autre terme que je développe dans le bouquin. Toi, j'aime bien prendre l'exemple d'une chambre vide. Imagine cette chambre vide, ça serait ton cerveau, tu vois, ta vie. Si tu partais marcher pendant une journée là, ou pendant 10 heures, peu importe, quand tu reviens, la chambre elle sera remplie de choses que t'as pas choisies. Et du coup, ça c'est la vie de la majorité des gens. Ça c'est dû aux algorithmes qu'il peut y avoir. On choisit pas vraiment ce qu'on consomme. C'est dû à notre éducation. Enfin, toi, il y a plein de choses dans notre société en fait qui font que on ne choisit pas vraiment ce qu'on met dans notre caboche, dans notre tête, et ce qu'on fait au quotidien. Et du coup, il y a une nécessité d'être intentionnel en fait. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est pas un petit délire. Tu vois, les vies intentionnelles, c'est genre il faut être intentionnel. Ça veut pas dire qu'il faut être complètement rigide, tu vois, et tout penser à tout. Mais il faut avoir une posture proactive parce que notre société actuelle nous pousse en fait à nous bombarder de stimuli, de choses entrantes. Et du coup, je pense que c'est une des batailles qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est de se créer un bon environnement, un environnement digital et physique, un bel environnement social, des bonnes relations, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à notre bien-être, de bien choisir ses projets aussi, toi, de pas choisir n'importe comment sur quoi on travaille. Toi, tout doit être un minimum pensé, tu vois. Et du coup, après d'avoir pensé, agir en fonction de la pensée qui a été développée. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai adoré suivre tout ça. Enfin, je vais continuer le livre absolument par la suite. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit, du coup, de reprendre aussi bien soin de sa santé, de reprendre le contrôle sur des choses. Tu as un principe que tu développes un peu dans le livre, notamment sur être ton propre thérapeute. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, est-ce que tu peux détailler ce que tu entendais par là? Et comment est-ce que toi, tu te fais ta propre thérapie, en fait? Alors,
thérapeute, thérapeute, ça peut être tout type de thérapie. Hein. C'est vrai que je sous-entendais psychologue en réalité, mais ça peut être d'autres formes de thérapie. J'ai tendance à penser que tout le monde gagnerait à suivre une forme de thérapie, même de manière préventive, et que avoir un suivi n'est pas une tare, mais ça peut être un comportement normal. Donc moi, je milite entre guillemets, en tout cas, je promeux, tu vois, le fait de se faire suivre. Moi, c'est mon cas encore aujourd'hui, de manière préventive, tu vois. Ça ne l'a pas été à certains moments, et je le regrette parce que justement, vaut mieux se faire suivre quand t'es bien dans ta tête que quand t'es vraiment en PLS, tu vois, mental, en difficulté. Et donc moi, en fait, c'est très personnel cette notion de devenir votre propre thérapeute, parce que la jeunesse du livre aussi en 2021. C'est un moment où je suis un peu plus en difficulté, je suis pas très bien mentalement, tu vois, j'ai des hauts et des bas, et moi c'est la philosophie qui m'a énormément aidé, et notamment la philosophie antique et encore plus particulièrement le stoïcisme à l'époque, qui m'ont aidé en fait à me sentir mieux, parce qu'il se trouve que les philosophes antiques étaient très concernés par le comment bien vivre et comment vivre, le bien-être en fait. Ils étaient concernés par le bien-être et le comment bien vivre. Et ils sont considérés d'une certaine manière comme les premiers psychologues de l'histoire, notamment les stoïciens. Il y a même des courants de psychologie qui ont repris des idées de stoïciens dans leurs propres travaux. Je pense notamment à les thérapies cognitives comportementales qui se sont fait relativement connaître là, les 20-30 dernières années. Et donc tout simplement, devenir votre propre thérapeute, c'est mettre en place des pratiques qui vous font du bien, qui vous aident à faire l'introspection, à communiquer avec vous-même ou avec d'autres des problèmes, des sentiments, des émotions. Et donc très concrètement, comment ça se matérialise dans mon cas, ou ce que je peux recommander. Donc ça peut être déjà le journaling, donc écrire dans des carnets quotidiennement ce qui nous passe par la tête. Ça peut être le matin, le soir, enfin quand vous voulez. Moi je le fais plutôt le soir, ça. Okay. Donc ça va être d'écrire, voilà, je vais mettre une question de départ et puis je vais écrire dessus pendant 10, 20, 30 minutes, tu vois, et ça me permet de sortir des choses de ma tête ou de clarifier des problématiques que je peux avoir, mettre des mots sur des pensées négatives pour mieux les comprendre, tu vois, c'est vraiment c'est très libre ça au final. Il y a plein de manières de faire des thérapies par le journal. Ça va être dans mon cas par la lecture et la méditation. Tu vois, c'est une forme c'est des formes de thérapie aussi pour moi, tu vois. Ça me permet de me recentrer, de prendre du temps pour moi. Et ça peut être aussi par des activités de bien-être pur, tu vois, genre des saunas, des hammams, des massages. Donc là, on sort un petit peu du sujet presque du thérapeute, mais c'est l'idée en tout cas de prendre soin de soi et de créer sa propre forme un petit peu d'art de vivre thérapeutique. Et si possible, tu vois, si on dépasse ça, d'avoir un thérapeute professionnel, c'est pas encore, mais en complément, c'est très bien aussi, qui suit les personnes pour, avoir quelqu'un avec qui échanger, sur des sujets sensibles. Alors maintenant, du coup, je sais pas si t'as suivi, mais du coup, je suis devenue coach. Alors, je suis pas thérapeute entre guillemets, mais le coaching est un excellent outil également pour avancer et répondre à des questions aussi en interne. Et sur une grosse partie que j'interviens, c'est en introspection également. Donc, ça m'amène du coup ma deuxième question, parce que justement, tu parles que du coup, ton premier principe, le point de départ pour mener une vie plus intentionnelle, c'est l'introspection. Est-ce que t'as un conseil pour quelqu'un qui ne s'est jamais introspecté, qui ne s'est jamais réellement vraiment en tout cas poser la question de l'introspection? C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à cette personne-là? C'est de faire de la place pour faire de l'introspection déjà. Et c'est pour ça que le Covid, en mars 2020, il était important pour des millions, voire des milliards de personnes, indépendamment des considérations sanitaires, je parle d'un point de vue personnel, parce que c'était le moment, première fois de la vie de la majorité des gens où ils ont pu réfléchir. Ils n'avaient pas le choix, ils étaient bloqués chez eux. Donc, certains l'ont mal vécu, c'est une chose, mais t'en as qui ont réussi à faire des shifts phénoménaux dans leur vie grâce à ça. Et donc, l'introspection dans le mouvement incontrôlé, tu vois, le mouvement, la frénésie quotidienne, tu vois, t'es parisien, toi tu fais ta vie où tu vas au travail, tu vas dans le métro, tu sais, le classique, tu vois, le métro boulot dodo, où t'es fatigué, t'as pas le temps pour toi, tu ne peux pas faire l'introspection, c'est pas possible. Si t'as un travail intellectuel, en tout cas, tu n'as pas le temps de réfléchir à ton introspection. Donc avant de parler de technique, c'est créer de l'espace. Créer de l'espace, ça peut être un voyage d'un mois à l'étranger, ça peut être une rupture conventionnelle, voilà, pour avoir 18 mois de chômage et avoir du temps. Ça peut être un arrangement avec votre patron si vous voulez pas forcément partir. Ça peut même être 2 semaines de vacances, tu vois, dans une cabane je ne sais où.
Mais en tout cas, il faut trouver un format où on peut se retirer un petit peu de la société frénésique dans laquelle on vit. Et après, il sera temps de se poser les questions de comment on emploie ce temps. Donnez-vous du temps déjà, et ce sera une bonne première étape. Et ensuite, je pense qu'une bonne manière de faire, il n'y a pas de vérité universelle, mais je pense que tu dois le faire aussi avec tes coachings. Tu parlais de l'introspection. Du coup, ça sous-entend aussi l'analyse d'une certaine manière de son passé. Donc il y a un espèce de triple travail en fait. Réanalyser son passé, voir ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, dans quoi on s'est senti bien dans notre vie, quels sont les patterns en fait, comprendre des patterns en fait, c'est ça qui est important. Donc quelles sont les dynamiques récurrentes dans lesquelles on se sent bien et celles dans lesquelles on se sent mal en fait. Il y a un moment, si tu te sens misérable à chaque fois que tu fais une activité précise, ça veut juste dire arrête de faire cette activité ou fais-la avec un état d'esprit différent. Donc ça c'est une première chose, c'est analyse de son passé et ensuite moi j'aime bien partir sur le futur. Ça va être plutôt quelles sont les identités, par exemple c'est une bonne question à se poser, quelles sont les identités que j'aimerais tester et d'incarner dans le futur. Dans mon cas, tu vois quand je suis parti à l'étranger il y a 2-3 ans, là, ça a été l'identité d'écrivain, en tout cas de penseur, intellectuel, philosophe, peu importe le terme, qui était un désir que j'avais, mais c'était une hypothèse, je savais pas, alors j'écrivais depuis un certain temps, mais pas professionnellement de cette manière, c'était une hypothèse que j'avais envie de vivre ce genre de vie. Et ça m'a permis de construire, du coup, un mode de vie autour de cette hypothèse, et ensuite autour de cette réalité, parce que cette hypothèse est devenue, en fait, quelque chose que je voulais vraiment faire. Donc toi, justement, cet espace que tu conseilles justement de faire pour t'introspecter, est-ce que tu as eu justement une phase où tu t'es dit il faut justement que je coupe le son extérieur et que je me fasse de l'espace pour m'introspecter? Et est-ce que t'es parti en vacances, t'es parti à l'étranger? Est-ce que t'as fait quelque chose de particulier ou pas du tout? Alors, je pense que j'ai un avantage sur, comme à peu près 50% de la population, j'ai pas les stats, mais je suis plus introverti qu'extraverti. Donc je pense que c'est un cadeau, pas toujours, mais en tout cas ça aide à l'introspection parce qu'on est en tant qu'introverti, on est beaucoup dans notre tête, beaucoup avec nous-mêmes, en fait. On aime passer du temps seul. Bon, je sais pas toi si tu te considères plus introverti ou extraverti, mais un peu plus introverti, oui. Donc, je comprends du coup ta localisation actuelle, du coup, par rapport à d'autres. Donc oui, donc déjà ça c'est première chose, c'est que je pense que c'est plus simple quand t'es introverti. Ça veut pas dire quand t'es extraverti tu ne peux pas, mais je pense que c'est un peu moins naturel. Et moi, du coup, les outils que j'ai utilisés dans ma vie. J'ai beaucoup de temps, en fait, encore une fois, donc j'ai pas mal d'espace. Je réfléchis à quel moment je te dis, parce qu'en fait, il y a plein de moments de ma vie, je pourrais te le prendre en exemple, mais qui sont un peu différents. Quand j'avais ma startup, c'est un bon exemple, tu vois. Quand j'avais ma startup, en réalité, j'avais une vie de dirigeant qui travaillait 10-12 heures par jour, que ce soit bien ou pas, c'était ma réalité de l'époque, et qui avait peu de temps, en fait, pour ses hobbies, qui avait peu de temps pour ses amis, qui avait peu de temps pour tout, en fait, sauf faire sa boîte. Et c'est à cette période-là que je me suis rendu compte que j'avais le plus vécu par défaut d'une certaine manière, alors que en étant entrepreneur en plus, tu vois, et dirigeant d'entreprise. Wow. Parce que en fait, je n'avais plus cet espace pour pouvoir penser à qui j'étais, qui je voulais être, ce que je voulais faire, comment je me sentais, quelles étaient les émotions que je pouvais ressentir, qu'est-ce que je devais changer. Enfin, tu vois, il n'y avait plus de questionnement en fait. C'est juste la boîte prenait le pas sur tout le reste. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu la chance d'avoir une séparation dans une relation à l'époque qui m'a redonné pas mal de temps, mine de rien, quand j'avais ma startup, parce que tu peux pas non plus gérer 15 000 trucs quand t'as une boîte. Donc moi, ma relation me prenait un certain temps, du coup, forcément, j'étais avec une personne, j'avais envie de passer du temps avec elle, là. Et mon entreprise me prenait énormément de temps. Plus que la relation, du coup. Enfin, ça pourrait passer pas 10 heures par jour avec la fille avec qui j'étais. Mais je me suis retrouvé du jour au lendemain avec beaucoup plus de temps, notamment les soirées. Et c'est là, en fait, c'était en 2017. C'est donc après 3 ans d'entreprise, c'est là où j'ai commencé à me questionner sur est-ce que je veux vraiment être un CEO de start-up pendant encore des années? Est-ce que j'aimerais pas reprendre le sport? Enfin, tu vois, j'ai commencé à me poser des questions simples, en fait, quoi. Qui j'étais, qui je voulais être. C'est là où je me suis recommencé à lire beaucoup plus en 2017. Donc, ça répond encore une fois ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, en fait. Il faut, de nous-mêmes ou par le destin, en fait, créer de l'espace. Il faut recréer de l'espace. Tu peux pas sans espace. J'étais la première victime de ça. J'avais pas d'espace, je vivais par défaut. Et donc ça, c'est quand je n'avais pas le choix. Et maintenant, c'est très différent. J'ai une vie 4-5 ans plus tard qui n'a rien à voir. Je travaille très peu de manière obligatoire tous les jours. J'ai 1 heure de travail obligatoire par jour. Donc maintenant, mon temps d'introspection, je sais pas qu'il est continu, mais il va se faire avec le journaling, le matin ou le soir. Il va se faire à travers mes newsletters, parce que je les utilise aussi comme des moyens de réfléchir à des problématiques que j'ai. Donc
Donc voilà, je pense encore une fois, là, je me répète, mais c'est le temps c'est le plus important. Je pense que l'introspection, c'est pas tant, il y a des outils, je suis pas le meilleur d'ailleurs pour donner des outils là-dessus. J'en donne quelques-uns dans le livre, mais je suis pas un expert de l'introspection. Moi, le truc fondamental, c'est que, voilà, on peut parler de tous les outils du monde, si vous avez pas le temps d'en faire, ça sert à rien d'avoir les outils, quoi. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Je voudrais que tu nous parles un petit peu plus moi j'ai trouvé ça génial, mais tu es parti 2 mois vivre et penser comme un stoïcien. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu peux repréciser ce qu'est le stoïcisme pour ceux qui ne connaissent pas? Et tu dis dans le bouquin avoir conservé ce qui t'avait été vraiment utile après ces 2 mois. Est-ce que tu peux préciser ce qui t'a été le plus utile de cette expérience stoïcienne? Je sais pas si on peut dire ça. Ouais, il y en a qui disent stoïque, stoïcienne. Moi, je dis stoïcienne. Alors déjà, le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? Tu m'as demandé. Oui. C'est une philosophie antique qui naît à peu près vers moins 300 avant Jésus-Christ, donc en Antiquité grecque, à Athènes, qui s'est notamment développé dans l'Empire romain, l'Antiquité romaine, à travers 3 personnages. Donc en gros, t'as Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, qui sont les 3 qui ont écrit des textes qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. En réalité, il y en a eu des centaines, des philosophes stoïciens, voire des milliers, des dizaines de milliers, et au moins des centaines de majeurs, d'importants. Il y en a que 3 qui nous sont restés, les textes des autres ont disparu. Le plus connu étant Marc Aurèle, qui était l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à son époque. En tout cas du monde occidental. Donc le stoïcisme, ça part d'une idée, une des idées fortes du stoïcisme, effectivement, c'est de savoir consciemment distinguer ce qui est en notre contrôle et ce qui n'est pas en notre contrôle. Pour les stoïciens, ce qui est en notre contrôle, c'est notre capacité à réagir aux événements, en gros. C'est que dans la vie, il nous arrive des choses, et c'est comment je vais réagir à cet événement et tout ce qui est un petit peu autour, donc les avis l'opinion des gens autour de nous, la richesse, même notre santé, on la maîtrise pas entièrement. On peut travailler sur notre santé, mais on peut tomber malade gravement et c'est pas de notre ressort, tu vois. C'est plutôt comment je vais réagir à cette maladie. Je vais prendre un exemple concret, moi qui me marque en ce moment, c'est Olivier Goy, c'est un dirigeant de October, qui était une belle start-up de financement participatif, qui a atteint la maladie de Charcot depuis 2-3 ans là. Donc la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative où en gros toutes tes fonctions se paralysent et tu meurs généralement au bout de 2-3 ans. Et Olivier, du coup, lui, il a utilisé en fait cette maladie comme une manière en fait c'est le combat de sa vie, pour simplifier. C'est plutôt que de se victimiser ou de se dire je n'ai pas de chance, le destin m'en veut, j'ai une super boîte, il devait avoir une vie incroyable ce mec-là. Et d'un coup, il se prend la maladie de Charcot, tu ne peux rien faire. Maladie de Charcot, tu peux avoir la meilleure santé du monde, ça peut t'arriver demain, tu vois. C'est très rare comme maladie, mais tu peux faire tout le sport que tu veux, ça peut arriver, quoi. Et du coup, c'est passionnant. C'est fascinant parce qu'en fait, il en a fait un film. Du coup, il éduque les gens sur ce qu'est la maladie de Charcot pour justement trouver des financements pour cette maladie qui est incurable aujourd'hui. Il parle ouvertement de ce qui lui arrive. Il fait plein d'initiatives. C'est exceptionnel. J'invite les gens à suivre. Et du coup, d'une certaine manière, c'est un représentant du stoïcisme. Je sais pas s'il a lu les enseignements du stoïcisme, mais c'est un stoïcien dans son approche, qu'il le sache ou non. Parce qu'il réagit à l'événement de manière positive. Il a transformé, comme dit Ryan Holiday, des auteurs contemporains, il a transformé l'obstacle en opportunité. Donc, plutôt que cette maladie, il se morfonde dans son coin et il se plaigne, en fait, comme ferait la majorité des gens, et peut-être moi le premier. D'ailleurs, on ne sait jamais comment on réagira tant qu'on n'a pas vécu la situation. Et lui, il fait preuve de grandeur, tu vois, de courage, d'honneur, tu vois. Il y a plein de belles valeurs, en fait, qu'il arrive à transmettre à travers sa maladie. Donc voilà. Et du coup, tout ça pour dire, au final, que le stoïcisme, c'est pas tant une philosophie de concepts abstraits. Il y a des concepts, il y a des principes, mais le but du stoïcien, et généralement des philosophes antiques, donc tous les gens de cette époque, c'était de pratiquer une vie philosophique. C'était de vivre en philosophe. En fait, eux, ils s'en foutaient en réalité des concepts. Eux, ce qui les intéressait, c'était vraiment que le conseil qu'il donne à son auditeur, le philosophe, le conseil que le philosophe donne à son auditeur, lui serve. Ils étaient même capables de donner un conseil contradictoire à 2 personnes. Alors que la philosophie de nos jours, aujourd'hui, elle est systémique. Les gens créent des systèmes avec des concepts relativement abstraits qui ont leur utilité parce que les idées façonnent le monde, mais qui sont difficilement compréhensibles et applicables. Alors déjà compréhensibles par la majorité des gens, c'est quasiment impossible, et encore moins applicables au réel. Et du coup, c'est pour ça que moi, la philosophie antique et le stoïcisme me fascinent, c'est que c'est une philosophie appliquée aux problématiques concrètes des gens. Et en réalité, les gens, que ce soit en 2023 ou en moins 268, ils avaient les mêmes problématiques quasiment, tu vois, en tant qu'humains. Donc c'est des problématiques intemporelles
enfin, on a des problématiques intemporelles et il y a des réponses qui sont devenues intemporelles, dont le stoïcisme. Et donc moi, quand j'ai eu, justement, je te racontais tout à l'heure, c'est plus compliqué, ou du moins c'est moins plus compliqué en 2021, je me suis replongé dans les écrits des stoïciens, qui m'avaient déjà énormément aidé en 2017-2018 quand j'avais eu d'autres problématiques, mais cette fois-ci avec ma startup, quelques années précédemment. Et là, cette fois-ci, je ne me suis pas seulement contenté de lire et de me sentir mieux. Je me suis dit, en fait, c'est incroyable, à chaque fois, ça me donne des perspectives, ça remet en perspective ma vie, ça me fait prendre conscience de certaines choses, notamment, tu vois, de ne pas oublier qu'on va mourir, tu vois, c'est des choses bêtes, mais il y a un concept, c'est le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, et de se remémorer régulièrement, qu'on n'est pas immortel, et de mettre la mort à une distance saine. Donc c'est de ne pas l'oublier, et pour autant ne pas toujours y penser. C'est juste, elle est là, donc ça peut être aussi simple qu'aller visiter un cimetière une fois par semaine, tu vois. Et de se dire, en fait, on va mourir un jour, en fait. Et il faut y penser. Et ça doit être un appel à l'action. En fait, le memento mori, c'est pas un truc déprimant, c'est juste, c'est comme ça, et tant mieux. Je suis pas, c'est un autre sujet, mais je suis pas quelqu'un qui prône l'immortalité, par exemple. Je suis pas forcément partisan de ça. Et donc moi, je me suis dit, plutôt que de juste lire comme j'avais déjà fait, je vais essayer d'appliquer les principes stoïciens. Et donc, je me suis fait ce challenge où pendant 60 jours, je pensais, voilà, est-ce que c'est en mon contrôle, est-ce que c'est pas en mon contrôle, pense à la mort, mettant des situations inconfortables. C'est un principe stoïcien, c'est fais des visualisations des pires scénarios, tu vois, pour te prémunir des scénarios catastrophes. Tu vois, ils ont plein de principes comme ça, et du coup, j'avais des exercices où ne bois pas d'alcool pendant 20 jours, essaye de moins parler que d'écouter. Tu vois, enfin, plein de choses, en fait, des petits principes qu'ils ont, ou des conseils. Et je faisais des jeux comme ça. Et ce qui était marrant, c'est que j'étais dans un co-living à l'époque en Géorgie, avec des amis créateurs, et je leur avais pas forcément dit à tous que j'avais ce challenge, en fait. Et du coup, c'est marrant parce que ils m'ont connu, je pense, avec une personnalité qui était quand même différente de ma personnalité actuelle. Alors déjà, on évolue toujours, mais parce que j'étais en train de faire des tests, en fait. C'était assez marrant. Donc voilà, pour répondre à la question sur cette expérience stoïcienne, qui a été vraiment le moyen pour moi. C'était ma thérapie, en réalité. On parlait de thérapie tout à l'heure. Ça a été une vraie thérapie pour moi. Ça m'a reboosté, ça m'a redonné du sens. Ça m'a redonné de la clarté mentale aussi. Tu vois, j'avais mon esprit qui était très embrumé. Tu vois, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui pense beaucoup. Et des fois, genre des moments où ça va être vraiment le bordel dans ma tête, ça. Et le stoïcisme m'a vraiment aidé à me recentrer. C'était fondamental, tu vois, pour moi. Il n'y a pas que le stoïcisme, mais je recommande aux gens notamment dans mon livre, j'en parle pas mal, mine de rien, mais aussi de se renseigner sur le stoïcisme plus largement, avec des auteurs comme Ryan Holiday, par exemple, qui fait un très bon travail de modernisation du stoïcisme. J'ai lu il y a pas très longtemps, je sais pas, j'ai pas encore fini ton livre, je sais pas si tu en parles, si c'est une lecture que tu as faite, mais j'ai lu il y a pas longtemps Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Il y a beaucoup, du coup, de principes de moment présent que j'applique dans ma vie en ce moment, et je serais curieuse d'avoir un petit peu aussi ton retour. Je sais que t'en parles dans ton livre. C'est quoi ta définition du moment présent et comment tu cultives ça aussi dans ton quotidien, et les bienfaits que ça peut t'apporter? Ok. Bon, d'un point de vue théorique, on pourrait dire le présent, c'est la seule chose qui existe en réalité. Donc en théorie, on devrait tous être toujours dans le présent. Après, il y a quelque chose qui est incroyable chez l'humain, c'est qu'on a la conscience de nous-mêmes, et cette capacité du coup à se replonger dans le passé ou à se projeter un futur, qui fait qu'en fait on a pu se développer en tant qu'espèce. En réalité, c'est notre plus grand malheur en termes de santé mentale, mais c'est aussi le plus grand cadeau qu'a eu l'espèce humaine, le fait pour se développer en tant que civilisation, c'est d'avoir cette capacité de se projeter et de se replonger dans son passé. Donc merci et pas merci, tu vois, on pourrait dire à nos créateurs. Et d'un point de vue plus pratique, moi, tu vois, je pense pas forcément beaucoup en moment présent, je pense plus en capacité à rentrer dans le flow. J'en parle aussi dans le livre. C'est le livre de l'écrivain, psychologue hongrois, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom de famille, mais qui a écrit le bouquin qui s'appelle Flow, qui parle justement de cet état où t'es dans le flow, donc t'es dans le purement présent. C'est quand tu fais une tâche qui va vraiment stimuler un maximum de tes sens et qui te challenge à un certain niveau. Donc, par exemple, quand j'écrivais mon livre, j'étais dans le flow quand j'écrivais parce que c'était challengeant pour moi d'écrire, et c'est une activité qui est tellement prenante en fait que je pense pas à autre chose. J'écris. Donc moi, ce que j'essaie de cultiver, c'est quel est le pourcentage de temps que je passe dans le flow dans ma vie, dans ma journée ou dans ma semaine. Bon, la réalité, tu vois, je vais pas mentir, c'est que c'est un pourcentage qui est assez faible. C'est très difficile en fait d'être dans le moment présent ou d'être dans le flow, peu importe comment on l'appelle.
qui sont pour moi des synonymes dans ma définition. Après, c'est quelque chose que, tu vois, comme la quête de la vie intentionnelle, je disais que c'est un chemin sur lequel on avance, le chemin de la vie intentionnelle, ça fait partie dans mon chemin personnel et de beaucoup de personnes, en fait, c'est quelque chose de fondamental. Donc, dans mon cas, ce que je fais, ça va être de m'organiser, déjà de détecter les activités qui m'aident à rentrer dans le flow, soit les activités, soit les routines. Donc, par exemple, pour l'écriture, moi, j'ai des routines avant de commencer à écrire. Donc j'écris avec Brain FM par exemple, qui est une application qui permet avec la musique scientifique, qui permet de te mettre dans un état de flow. Toi, j'ai des routines, mais même c'est très concret ce que je veux dire et qui peut pas être banal, mais même la manière dont tu vas, toi, comment je mets mon ordinateur sur la table, comment je me positionne avec ma chaise, mon café, quand est-ce que je vais me le servir, enfin tu vois genre. Plein de choses un peu comme ça qui sont des routines comme un joueur de tennis, tu vois, j'aime beaucoup le tennis moi. Si on regarde, je sais pas, quelqu'un comme Rafael Nadal, pour ceux qui suivent un peu le tennis, on va se dire mais il est blindé de tics, ce mec, il est toujours en train de se toucher le shirt et tout, de se mettre ses bouteilles d'eau correctement sur son banc, tout ça. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas les gens, c'est que les sportifs de haut niveau sont des super exemples de gens qui ont des tocs de dingue, mais surtout ces tocs leur servent, ces tics, ces tocs, je sais pas comment on dit, leur servent à rentrer dans le moment présent. C'est qu'en fait, ils ont besoin de ça pour atteindre le moment présent, et ils ont besoin du moment présent pour atteindre un haut niveau de performance. Les sportifs de haut niveau sont des gens très inspirants pour comprendre comment ils rentrent dans le moment présent. Donc j'invite les gens à écouter pas mal de documentaires avec des sportifs. Ça peut être, j'ai regardé des documentaires sur des alpinistes récemment, notamment un documentaire qui s'appelle The Alpinist. C'est un mec qui monte sans corde sur des parois assez dingues. Ça s'appelle le free solo. Et eux, pour le coup, ils ont pas le choix, ils sont pas au moment présent, ils sont morts. Donc voilà, donc là c'est un peu les maîtres ultimes du flow du moment présent. Et donc voilà, donc après moi ce que je peux faire aussi qui peut être utile pour ton audience, ce que je dis dans un chapitre du livre, le bâtissez votre citadelle intérieure, c'est l'idée en fait de se créer un environnement qui aide à réduire les stimuli, au moins externes, et après ça permet de travailler sur ces tourbillons internes qui peuvent toujours exister même quand on est dans un endroit calme, mais déjà de commencer par travailler sur ce qui se passe autour de soi. Donc moi ça va passer par exemple me faire des soirées détox, enfin dopamine détox, où je vais pas utiliser mon téléphone. La seule chose que je peux faire, c'est éventuellement écouter de la musique. Moi souvent je veux de la musique classique, tu vois, je mets dans un truc très, très chill, ou même Brain FM, les playlists chill, tu vois, relax, un carnet pour écrire et des bouquins. Et je me fais des soirées comme ça. J'adore. Et ça m'aide alors déjà être dans le moment présent pendant cette soirée-là, mais aussi à retrouver du calme et de la sérénité qui vont m'aider potentiellement les jours d'après à être un peu plus présent. Et une activité qui est très connue maintenant, mais qui est à conseiller à 1000%, c'est la méditation. La méditation, c'est quelqu'un qui arrive à méditer 20-30 minutes par jour, ce qui est pour moi un peu il y a une espèce de barrière. Quand tu fais que 10 minutes, je trouve que ça, en tout cas pour moi, que c'est pas assez. 20-30 minutes de méditation par jour, ça augmente considérablement ta capacité à t'ancrer dans le moment, à être concentré. Donc ouais, c'est une routine qui est pas évidente à tenir. Moi, le premier, ça m'arrive des fois dans des moments où je ne médite plus, mais qui a des résultats qui sont phénoménaux en fait quand on le tient pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est quoi du coup l'utilité principale pour toi de justement revenir dans des états de flow? Il y en a deux. Il y en a une, c'est la première, je dirais, c'est d'atteindre un niveau de concentration et de capacité de rentrer en profondeur sur des sujets complexes pour moi, donc par exemple l'écriture d'un livre. Donc je me sens tout simplement plus performant dans mon travail en fait, dans mon art, quand je suis dans un état de flow. Parce que si j'écrivais un essai par exemple et que j'étais toujours en train de checker mon téléphone, bah c'est possible, hein, ça m'arrive parfois. Hein. Enfin, tout le but, encore une fois, ma posture, c'est je suis pas le sage, je suis l'explorateur. Tu vois, je suis celui qui est. Je précise pour les gens qui écoutent, parce que c'est quand on écrit ce genre de livre, la posture est importante, c'est de pas passer pour le donneur de leçons, mais pour celui qui est avec tout le monde en fait, à réfléchir à ces problématiques. Donc il y a cet aspect, voilà, concentration, capacité à rentrer en profondeur dans un sujet. Et après, c'est le bien-être, tout simplement. Hein. C'est même plus important en réalité. C'est que je pense qu'une vie sans capacité dans le moment présent, bah c'est une vie où on passe partiellement à côté de ce que la vie a à nous offrir. Hein, je pense, pour pas dire plus. Hein. Partiellement, je suis gentil quand je dis partiellement. Je pense qu'on passe à côté énormément à côté de ce que la vie a à nous offrir. Parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté à la nature, on n'est pas connecté à l'autre, on n'est pas connecté à soi. En fait, on est connecté à rien, on est déconnecté en fait. On est déconnecté. Donc voilà, ça c'est un triste constat que je viens de faire là, mais je pense que ouais, c'est un enjeu colossal de travailler sa présence. Et j'ai un ami qui s'appelle Elliot Meunier,
qui a écrit aussi, tu connais, ouais, qui a écrit J'ai lu son livre. Un livre, Arrêtez d'oublier tout ce que vous lisez, qui lui ne parle pas de moment présent. Il m'a dit, Jean-Charles, le moment présent, ça veut rien dire. Il faut parler de qualité de présence. Quelle est ma qualité de présence? Et je trouve que c'est tout de suite plus parlant parce que on est toujours présent, parce qu'on est, tu vois, t'es avec moi, je suis avec toi, on est là, tu vois. Mais quel est le niveau de qualité de présence qu'on a sur une échelle de 0 à 100, par exemple, tu vois? Est-ce que je suis à 60, à 40, à 80? Et je pense que, tu vois, parce que moi, en présent, ça fait encore on-off. Je suis présent, je suis pas présent. Mais t'es toujours présent, en fait. Et en même temps, t'es toujours pas présent, pour certains, tu vois. Mais ton être, il est là. Enfin, tu vois, t'es là. Enfin, tu nais un jour, tu meurs un autre, et au milieu, tu es. Mais après, qu'est-ce que tu es? Je sais pas, mais tu es, tu vois. Et donc je préfère, effectivement, il a raison, Elliot, c'est qualité de présence. J'aime beaucoup cette notion, cette dimension. Du coup, Elliot, merci pour la précision. J'avais une question. Vraiment, je me suis posé la question pendant la lecture. J'ai senti, moi, le moment où j'ai quitté le Stéphane. Donc, le mode par défaut. Je me suis senti quitter le Stéphane à dire non quand j'ai commencé à dire « Ok, je ne veux pas être ingénieur ». C'était le premier constat. Et c'est là où j'ai commencé à rentrer en introspection. Mais je trouve qu'il y a une deuxième phase où là, du coup, où là, je suis partie, du coup, dans le côté vie intentionnelle. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux phases entre... En fait, c'est plutôt reconnaître qu'on est un Stéphane et quitter le Stéphane. Et moi, il s'est passé 3 ans entre les deux. Est-ce que toi, tu ressens ça? Est-ce que tu as ressenti ça dans ton évolution personnelle? Alors, quand tu dis, juste pour préciser, je pense que ça sera intéressant même pour ton audience, tu penses que c'est dû à des peurs qui font que tu n'as pas quitté le Stéphane avant tes 3 ans? Parce que tu l'as identifié et après tu l'as pas quitté, tu dis? Ou c'est juste, quand tu veux dire, tu l'as quitté d'un point de vue, par exemple, de ton travail, mais tu l'as pas vraiment quitté du point de vue de qui tu étais identitairement ou dans tes schémas de pensée, tout que sais-je, tu vois. Ce qui serait différent, tu pourrais dire, j'ai quitté mon travail au bout de 6 mois, mais il m'a fallu encore 2 ans après pour vraiment quitter certains comportements, justement, que tu as reconnus dans ces tout en étant freelance, entrepreneuse ou peu importe, tu vois. Non, tu as raison, non. Ouais, t'as raison, c'est pas pareil. Je pense qu'en effet, sur ces 3 ans, il y a peut-être à un moment donné où j'ai commencé à être justement dans plus de l'intentionnalité. Si en vrai, il y a eu quand même entre les 3 ans un moment où justement j'ai décidé de partir en introspection et du coup en exploration de moi-même à l'intérieur. Et en effet, tu as complètement raison. Je pense que c'est plutôt ça, justement, le moment où j'ai dit non à Stéphane. Mais il y a eu quand même un moment juste de reconnaissance et un peu de subir en fait, de continuer, de pas savoir où commencer en fait pour reprendre de l'intention dans tout ça. Est-ce que ça a été ton cas? Alors, en fait, il y a 2 choses, effectivement. Je pense qu'il y a la révélation, un moment où on se rend compte que on vit d'une manière qui ne nous satisfait pas, ce que du coup j'appelle la vie par défaut dans le livre. Et après, comme je l'explique même avec ma vie personnelle dans l'introduction, tu vas avoir des moments de rechute, soit dans ta vie au sens large, soit sur des domaines précis. Parce que, alors je l'ai pas fait pour pas que le livre soit encore plus complexe, mais j'essaie justement de rendre un livre simple, digeste à livre et pas un truc trop théorique et qui partait dans tous les sens. Mais à la base, je voulais aussi décliner en domaines de vie. Ce qui pourrait d'ailleurs être d'autres livres que je pourrais écrire, tu vois, tu pourrais faire la vie intentionnelle pour la santé mentale, la vie intentionnelle pour le travail, enfin toi tu pourrais décliner ça. Et il y a des moments parfois où tu as une vie intentionnelle, par exemple dans tes relations, mais dans ta vie professionnelle, c'est pas du tout le cas. Donc tu as aussi une dimension, pas en silo parce que chaque chose est interconnectée, mais en tout cas voilà, tu pourrais être un peu plus précis que ma vie, tu vois. Ça pourrait être un domaine de vie. Donc, dans mon cas, ce que j'explique dans l'introduction, c'est que j'ai eu, effectivement, à 16 ans, pour moi, c'est un peu le tipping point, tu vois, genre le moment charnière. Pour autant, j'ai eu des rechutes à plusieurs moments, tu vois, que j'explique. Et quand bien même, tu vois, j'étais le CEO de start-up et de l'extérieur, j'étais le gars libre, tu vois, qui faisait des trucs cool pour les gens, etc. Je t'expliquais tout à l'heure que je considérais que c'était le moment où j'ai le plus vécu par défaut, on va dire en tout cas entre mes 16 ans et mes 27 ans. Donc tu peux avoir des rechutes, c'est pour ça aussi que je dis que c'est un spectre, encore une fois, il n'y a pas vie par défaut, vie intentionnelle. Stéphane et Achille sont effectivement des caricatures, des archétypes extrêmes de ce qu'est la vie par défaut. Mais nous, on est toujours sur un spectre au milieu. Et tu auras nécessairement des moments où tu vas retomber dans des formes de vie par défaut de manière plutôt généralisée ou plutôt localisée. Et c'est normal. Et toi, on peut faire le parallèle avec la philosophie. La philosophie, du coup, c'est l'amour, la sagesse. Et par amour, la sagesse, du coup, c'est cette quête de la sagesse. Toujours il y a une forme de progrès, on dit en philosophie. C'est le progressant
C'est celui qui cherche à progresser vers toujours plus de sagesse, mais qui sait qu'il peut avoir des rechutes s'il ne travaille pas sur lui-même. Et ben, le philopreneur, tu vois, que c'est exactement la même chose. Je tends vers cette quête intentionnelle, enfin, je tends vers une vie plus intentionnelle, mais la réalité, c'est que je peux avoir des retours en arrière. Je peux avoir des stagnations, c'est la vie, après, il peut se passer des choses. Je peux avoir des certitudes que j'ai validé quelque chose, et puis 6 ans après, en fait, je n'avais pas du tout, ce n'est pas validé ce que je pensais qu'il était validé. Donc c'est se rassurer en se disant que c'est pas grave si c'est de nouveau plus complexe dans le futur. Tu vois, on peut prendre une posture stoïcienne et se dire comment je vais réagir à cet événement. Tu vois, je pensais que ça ne m'arriverait plus, ça m'arrive encore, c'est pas grave, je travaille sur ça. Et puis voilà, donc se concentrer sur le chemin, tu vois, c'est le classique, tu vois, le chemin plus important que la destination. La vie intentionnelle, il y a pas de destination finale, t'as pas de médaille si t'auras jamais 100% intentionnel, mais quand bien même c'est arrivé, il y aura pas de médaille à la fin. La médaille, c'est d'avoir kiffé ta vie, quoi, d'avoir une vie qui était plus qui correspondait plus authentique, plus autonome, plus libre, plus riche, plus sereine. C'est ça le but aussi, quoi. Plus en connexion avec les gens. Et ça, t'as pas besoin d'avoir une médaille pour y obtenir, tu vois. T'as besoin d'être à 100% intentionnel. Non. C'est très beau ce que t'as dit. Je t'amène à me parler un petit peu plus, du coup, de l'avenir du philopreneur, et de tes prochains projets, justement, après la sortie de ce livre. Donc, ce livre, il sortira demain à la suite de cet épisode, puisqu'il sortira le 7 septembre, c'est ça? Ok, donc le podcast, il est censé sortir le 6, donc vous pourrez trouver le livre en librairie dès demain. En tout cas, normalement en librairie, en tout cas sur Internet. Après, la librairie, ça peut prendre des fois quelques jours, tant que ça se met en rayon, mais autour du 7, effectivement. Le 7, c'est la date de sortie. Ok. Et est-ce que tu imagines un deuxième livre? Est-ce que tu me disais plutôt dans l'interview que tu avais peut-être une phase entrepreneuriale que tu avais envie de reprendre et de fonctionner un peu plus par saison. Est-ce que dis-nous en plus. Complètement. Alors effectivement, et je le décris même dans le livre, je parle beaucoup de phases de vie. Je vois vraiment la vie comme des saisons, comme tu dis. Je crois que je le cite avec ce terme-là également. Là, clairement, j'ai une phase ou une saison plutôt. Ça a duré plusieurs années, très intellectuelle, très lecteur, très écrivain, mais je me sens aussi entrepreneur, comme je te disais. Et les deux casquettes peuvent cohabiter, mais je trouve qu'il faut quand même faire un choix. Il faut qu'il y ait une prédominance quand même. Il y en a une qui doit quand même prendre le pas sur l'autre. Et donc je vais réécrire des livres pour répondre à ta question que tu as posée en premier, mais pas tout de suite. Le deuxième pourra commencer, pas se terminer, parce que je sais pas quand ça durera, mais dans 1 an ou 3 ans, peut-être que je commencerai un nouveau projet en 1 à 3 ans, un nouveau projet de livre. Je ne saurais pas te dire encore le sujet, mais c'est possible que ce soit encore un livre dans cette veine assez philosophique, mais appliqué à des problématiques modernes et avec une couche de développement personnel. C'est un angle qui me plaît bien. En fait, je me considère pas universitaire. Je suis pas universitaire. Je vais m'inventer une vie. Je fais pas de la philosophie d'université. Je fais de la philosophie concrète, pratique, pour répondre à des problématiques qui concernent les gens et qui me concernent moi. Et là, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est bon. Avant de te dire ce que je veux faire, ça va encore plus parler, je pense, aux gens. C'est j'ai fini ce projet qui était colossal, en fait, qui était d'écrire son premier livre, qui est un gros truc, mine de rien. Ça m'a pris 1 an et demi entre l'idée et la publication. Donc, où tu passes l'essentiel de ton temps à penser à ça, hein. Concrètement, tu deviens un peu fou, parce que tu penses tout le temps à ça. Et là, je me suis retrouvé il y a quelques semaines, au mois d'août, dans une situation un peu de trouble, tu vois, ou de flou, où je me demandais, c'est quoi la prochaine grosse étape. J'avais idée d'une étape il y a quelques mois, je me disais, je ferai ça après le livre, ça a un petit peu évolué depuis. Et là, je suis dans une phase, mais ça peut encore évoluer, où j'ai envie de creuser justement la vie intentionnelle et la philosophie antique, notamment le stoïcisme, et d'en faire, vulgairement parlant, un business, en tout cas de développer une activité autour de la philosophie. Donc un solo business, une forme de soloprenariat, donc un business qui est centré sur un média et la vente de services, de produits pour soutenir ce média et pour soutenir mon mode de vie en passant. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train de commencer un petit peu à réfléchir en ce moment. Et on en avait déjà parlé il y a 1 an. Effectivement, il y a ce projet à plus long terme de créer mon forme d'école de philosophie ou école de la vie, un endroit pour les philopreneurs qui pourrait arriver plus vite que je pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un horizon un peu plus loin. C'est plutôt à 3-10 ans, ça, tu vois, c'est dur à dire. Okay. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a pas dégoûté des livres. Je vais réécrire des livres. Je vais continuer à écrire. Toujours ma newsletter, voilà, où j'écris des articles toutes les semaines. Et il y aura un 2e livre, j'espère qu'il y en aura un 3e, un 5e, un 10e, on sait pas, mais en tout cas, il y en aura d'autres. Mais voilà, entrepreneur en priorité, je pense, pendant 12-36 mois là.
Ok, super intéressant. Bah, j'ai hâte de voir un peu l'évolution aussi de tes aventures, qu'elles soient entrepreneuriales ou d'écrivain. Merci Jean-Charles d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais c'est pas fini parce que du coup, je conclus mes interviews en demandant à mes invités de me poser une question. Je ne la connais pas d'avance, donc je te laisse me la poser. Surprends-moi. J'avais une question, il faut que je vois comment je la formule. Je me répondrai peut-être à 2 fois. La première version, ça serait qu'est-ce qui te ferait revenir à un mode sédentaire? Toi, comme je sais que t'es nomade, et que moi aussi je le suis, et que on a plus ou moins le même âge, et qu'il y a du coup cet enjeu forcément de où est-ce que ça mène en fait ce nomadisme? Tu vois, alors là, c'est une question un peu philosophique, donc ça peut, on va pas forcément prendre 3 heures dessus, je sais pas, mais ça m'intriguait justement, comme moi c'est des questionnements que j'ai, c'est des questionnements que j'ai avec beaucoup de gens aussi dans mes aventures nomades. C'est des questions aussi que j'ai, donc auxquelles j'ai partiellement des réponses que je vais pouvoir te partager, et pour le coup aussi avec une grosse zone d'ombre parce que j'ai pas encore toutes les infos, mais ce qui pourrait en tout cas me sédentariser à proprement parler, je pense que ce serait une relation amoureuse. Ça, ce serait la première chose qui pourrait me sédentariser. Après, le voyage est tellement important pour moi et dans mon équilibre que sédentaire, c'est... faut définir sédentaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait une partie, en effet, dans un pied-à-terre quelque part, mais il y aurait une partie aussi, je pense, de mon année à voyager, à redécouvrir. Et surtout, j'ai un mode nomade, mais j'ai aussi un business nomade qui me permet aussi de continuer à faire ça. Et on parlait... J'ai lu dans ton livre aussi que la liberté était une de tes valeurs principales. C'est également la mienne, je pense que c'est même la première. Et du coup, elle est importante dans mes choix aussi par la suite. De business, parce que du coup, je veux continuer à me laisser la possibilité de peut-être me sédentariser, mais après de quitter aussi ce mode sédentaire si j'en ai envie. Okay. Donc, c'est des cycles et des saisons, je suis complètement d'accord avec toi. Et je me laisse aussi la possibilité de bouger. J'ai une amie il y a pas très longtemps qui m'a envoyé un message pour me dire que tu vas définitivement t'installer à Chiang Mai. Et en fait, le mot définitivement m'a posé problème. Et j'ai creusé dans ma tête, je suis un peu partie en introspection pour me dire pourquoi est-ce que ce mot, ce mot, je l'aime pas, quoi. Mais parce que je pense qu'il y a rien de définitif dans la vie. J'ai envie de complètement me laisser le choix de changer d'avis, me laisser le choix de changer d'envie. Donc, il n'y a pas de définitif dans tout ça. Mais pour redétailler un peu plus ta question, je pense qu'en effet, ce serait des questions de relation, parce que c'est hyper important pour moi. Ce serait peut-être une relation amoureuse, mais pas que. Je sais que t'as le groupe, pour en parler, on s'est rencontrés à Budapest via ce groupe-là. Vous avez votre bande aussi qui se suit à différents endroits, notamment à Chiang Mai. Exact. J'imagine ça joue aussi d'avoir un endroit avec quelques personnes qui t'es proches. Complètement. Et si on fait même le parallèle maintenant, c'est-à-dire qu'en effet, je choisis aujourd'hui de passer 6 mois à Chiang Mai, ce qui est quand même déjà une grosse période, parce que en effet, il y a une partie aussi de ce cercle d'amis qui est important pour moi. Ça fait partie aussi des choses que j'ai envie de cultiver dans ma vie. C'est très important pour moi. Et du coup, ça participe en fait à mes choix de demi-sédentarisation cette année ici. Et ça fera partie de mes choix aussi dans le futur, je pense, de lieu en fait. Complètement. Donc ça veut dire que tu vas plus choisir le lieu en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'une personne, tu tomberais sur quelqu'un, tu tombes amoureuse, qui vit, je sais pas, au Pérou, tu pourrais aller au Pérou, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas choisir le lieu en premier, nécessairement. Non, exactement. Ou, par exemple, c'est pas tant de Chiang Mai, même si je sais que tu aimes beaucoup de Chiang Mai, mais c'est plus le groupe avant Chiang Mai, tu dirais, par exemple, aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, en termes de priorité, ça passe devant. Okay. Après, l'idéal étant d'associer les deux. Je pense que je ne pourrais pas... En fait, je pense que il y aura quand même des limites à tout ça. C'est-à-dire que si vraiment le lieu ne me plaît absolument pas, je pense que je ne resterai pas. Voilà, il y a un cadre, en effet, sur lequel... voilà, mais si on met des ordres de priorité, tout en restant dans ce cadre où j'ai quand même un lieu dans lequel j'aime évoluer un minimum... Oui, je pense que les relations passent au-dessus du lieu, alors que je pense que j'avais une période avant qui était beaucoup plus de voyage et de découverte de lieux qui passaient en priorité. Donc en effet, je pense que j'ai évolué également là-dessus. Ok. Et j'ai peut-être aussi une envie personnelle de sédentarisation dans le sens où j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Comme tu dis, on a à peu près le même âge. Je sais pas si c'est ton cas, mais j'ai l'impression aussi que c'est à l'image de ma tête. De me poser à un endroit, j'ai l'impression aussi que je peux poser ma tête et peut-être ralentir. Je sais pas, mais
J'ai l'impression que j'ai envie de me donner un espace aussi physique où je peux avoir mes affaires, avoir un lieu dans lequel je me sens bien, quelque part. Je ne saurais pas te dire encore où. Aussi pour poser ma tête et peut-être... je suis peut-être un petit peu fatiguée du mouvement. Enfin, de trop de mouvement. Ouais. Je pense que c'est assez classique chez les nomades. Je le ressens aussi. Là, moi, j'avais prévu initialement au début d'année de m'installer en France. J'avais exploré même Strasbourg pour prendre un appartement au début d'année. Et le projet, c'était de rester 12-18 mois dans un endroit justement pour avoir un peu moins de mouvement. Bon, il se trouve que j'ai galéré à trouver un appart à Strasbourg, donc je suis reparti en Hongrie au début d'année. C'est ça qui m'a fait repasser 6 mois à Budapest. Et ce que j'ai beaucoup aimé, justement, ça a été le fait que j'ai pas trop eu à penser au mouvement pendant 6 mois et me concentrer sur le livre. Mais il y a une limite quand même à ces périodes de 3-6 mois, c'est que, mine de rien, ça passe quand même vite. C'était même 5 mois, c'était pas 6 mois. Ça passe vite tout de même, pas pour écrire un livre, j'ai quand même eu le temps de l'écrire, mais tu sais que tu vas partir, donc tu gères pas tes relations pareil, t'es quand même quelqu'un de passage. Alors certes, j'aime pas non plus le côté définitif des décisions, mais il y a un moment, tu vois, il y a ce qu'on peut rappeler l'engagement, l'ancrage, tu vois, ou d'autres synonymes. Il y a quand même des bienfaits. Et après, je pense qu'on peut trouver des modèles hybrides où tu peux avoir pas mal d'amis, c'est avoir un lieu principal où on peut mettre nos livres, on peut mettre notre setup, tu vois, enfin quand on veut faire, je sais pas, des vidéos YouTube ou autre, enfin avoir un endroit clean, tu vois, et l'endroit un peu plus roots, tu vois, un peu plus voyageur, qui peut être un deuxième lieu ou qui peut être par des Airbnb comme on fait, tu vois, enfin des logements qu'on loue à court terme. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez naturel dans la vie d'un être humain en fait, quoi, qui explore la sédentarisation et surtout le nomadisme. Donc voilà, c'est partagé par quasiment tous les nomades que je rencontre qui ont une forme de capacité de s'introspecter, tu vois. Intéressant. Ouais. Autant je l'ai pas ressenti chez des nomades, toi, qui partent un peu sans trop savoir pourquoi et qui sont pas encore à se poser des grandes questions. Mais ceux qui sont un peu prises de tête avec eux-mêmes, tu vois, qui au sens positif, tu vois, ils arrivent souvent à ces conclusions. Ces conclusions-là. Autour de la trentaine, hein, évidemment, il y a une question aussi de quel âge t'as. Ouais, je pense que ça influence aussi nos choix complètement. Ouais, il y a peut-être, il y a la vieillesse qui rentre en jeu. La vieillesse, je sais pas s'ils ont dit, mais en tout cas, l'âge, effectivement. Bah, mais écoute, merci pour la question, parce qu'en plus, ça me fait reposer un petit peu la question aussi, qui habite quand même pas mal mon esprit en ce moment, par rapport à la suite. Sur un dernier point que tu as dit, qui est très juste, en effet, c'est la notion aussi d'engagement. Et j'ai l'impression aussi d'avoir, aujourd'hui, des horizons de projection sur le futur qui sont de plus en plus éloignés. Et du coup, ça me fait projeter aussi un lieu, en effet, une base sur du plus long terme et avec justement un peu plus d'engagement. Parce que du coup, ça évolue en fonction de ma vision. Je pense qu'il y avait une partie de mon nomadisme où je ne voyais pas à plus de 6 mois. Et du coup, là, quand on voit pas à plus de 6 mois, c'est très difficile de s'engager. Et là, ma vision, elle commence à être plutôt en années. Et donc, je pense qu'un lieu suit cette progression de vision également de mon côté. Bon bah c'est top. On verra. Ça se trouve, on se retrouvera. Tu me partageais juste avant l'interview que tu avais peut-être une possibilité de venir à Chiang Mai. En tout cas, ce sera avec grand plaisir si c'est le cas, si tu es de passage ici. Sinon, peut-être que je te retrouverai à Budapest, peut-être que je te retrouverai en France, mais je suivrai en tout cas tes aventures de très près à la suite de ton livre et bien après. T'es quelqu'un d'hyper intéressant à suivre et aussi dans tes réflexions, c'est ce que j'aime le plus. Je suis ta newsletter également et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton livre et j'ai très hâte de le finir. Voilà. Merci beaucoup Mathilde, en tout cas, c'était une super conversation. Merci à toi d'avoir répondu à tout ça et d'être passé sur Paul et Paulé. Salut Jean-Charles. À très vite, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, Paul et Paulé.